Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur entraîner votre cerveau. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment on va améliorer les poids de notre modèle afin qu'il fasse de meilleures prédictions. Le modèle qu'on va utiliser est le même que celui de la vidéo précédente. Je vous conseille de la revoir d'ailleurs. Et sans plus tarder, commençons. Alors avant de commencer, on va voir ensemble un petit récap sur le workflow de PyTorch. Alors la fois passée, on a vu que le workflow de PyTorch se décompose de la première des choses, c'est la préparation des données. On a vu ensemble que les données peuvent vraiment être n'importe quoi, elles peuvent être des vocaux, des images, des emails. Après ça, après avoir obtenu ou bien préparé les données, on va construire notre modèle. Après la construction du modèle, on va entraîner notre modèle et on va évaluer et faire des prédictions en utilisant le modèle entraîné. Après ça, on va sauvegarder et charger notre modèle et finalement, on va faire une mise à jour complète de tout ce qu'on vient de dire. Donc, la première des choses qu'on a fait était d'importer Torch et Matplotlib afin de plotter nos figures. Après ça, on a défini nos données. Ici, on a commencé simple, donc nos données sont juste une droite avec des X et des Y. Ces X et ces Y sont de type tensor. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore c'est quoi les tenseurs, donc vous pouvez revenir à la vidéo 00 ou bien le cours 00. J'ai très bien expliqué en détail avec des exercices à la fin tout ce qui est en relation avec les tenseurs. Ben, tout simplement parce que c'est la base de PyTorch. Après ça, on est passé à la division des données en des sous-ensembles. Donc, le premier sous-ensemble est l'ensemble d'entraînement, le deuxième est l'ensemble de validation et le troisième est l'ensemble des tests. On a vu que l'ensemble d'entraînement, l'ensemble de tests doit toujours être utilisé, mais l'ensemble de validation peut ne pas toujours être utilisé. Dans notre cas, on a divisé notre dataset en 80% des datasets sont pour l'ensemble d'entraînement et le 20% qui reste, c'est pour l'ensemble du test. Après ça, on a ploté afin de mieux voir. C'est toujours meilleur de voir nos data que juste de voir des nombres et tout ça, comme ici. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a défini une fonction plot prediction qu'on a utilisée pour plotter cette figure, bien nos datasets. Donc, on peut clairement voir que nos datasets sont divisés. Bon, les bleus sont l'ensemble d'entraînement et les verts sont l'ensemble de tests. Donc, notre dataset est clairement une droite. Après ça, on est passé à la construction de notre modèle. Donc, notre modèle est appelé Linear Regression Model, comme on peut voir ici. Il est défini par un poids. Donc, le poids est initialisé en utilisant torch.rand, qui va donner une valeur aléatoire à ce poids. Et il va utiliser le gradient, et il est de type float, torch.float, ben, tout simplement parce que PyTorch adore les floats. Et aussi, on doit définir une fonction forward qui va retourner ou bien nous donner ce que notre modèle va prédire en utilisant le poids et le biais. Et notre but ultime est de trouver les poids et le bias qui vont nous donner la meilleure prédiction pour X. Donc, après ça, on est passé à l'utilisation de ce modèle qu'on vient juste de créer. Donc, on a défini modèle en utilisant linear regression. Ici, on a fixé le manuel seed tout simplement parce qu'on a utilisé torch.rand dans la création des poids et le biais. Donc, à chaque fois, si on enlève cette fonction, ben, à chaque fois qu'on va redéfinir notre modèle, on aura d'autres valeurs du poids et d'autres valeurs du biais. Donc, afin d'obtenir les mêmes valeurs du poids et du biais, ben, on a tout simplement qu'à utiliser cette fonction. Et donc, après ça, on a printé pour voir le poids et le biais de notre modèle. Et on peut aussi utiliser cette fonction pour obtenir le poids et le biais de notre modèle, qui est model.stateDict, entre parenthèses. Et on a clairement un dictionnaire qui contient les poids. Ici, on a un seul poids et le biais, ici. Maintenant, commençons avec le cours d'aujourd'hui. Alors, pour les prédictions, on va utiliser torch.inference mode. Alors, cette fonction fait quoi? Ben, en fait, elle va désactiver quelques fonctionnalités de PyTorch afin de pouvoir augmenter le speed et la mémoire. Donc, ça veut dire que, par exemple, elle va désactiver le calcul de gradient et pour augmenter la mémoire.
ce qui est tout à fait logique vu que le calcul du gradient est seulement utilisé pour l'entraînement. On va parler de ça après, mais en tout cas, c'est ça l'essentiel. Donc, on doit utiliser Torch Don't Interference Mode quand on veut faire des prédictions avec un autre modèle. Donc, with Torch, comment on va l'utiliser? Ben, on va écrire Torch dot inference mode, deux points. On va écrire que y predictions are equal to model 0. On ouvre les parenthèses, on a x2 test. D'accord? Donc maintenant, on va printer ces prédictions qu'on vient de faire. Et voilà, on peut clairement voir que voici notre tenseur de y prédiction. On peut confirmer que effectivement ce y prédiction a la même taille que x2 test, juste en printant tout ça. Donc on va printer ça. Donc on va faire un peu joli. On va écrire que y2 test est égal à, donc on va ouvrir les accolades ici. Et on a que c'est x2 test là. Bon, c'est tout. Même chose pour y predictions. Donc on va faire f d'ailleurs veut dire string, d'accord? Y predictions are equal to, donc on va ouvrir les accolades et on va écrire plutôt length. Ah oui, vu qu'on veut la taille de y predictions. Donc c'est la même chose ici, c'est length. Ok, voilà. Contrôle entrée et voilà, on a clairement confirmé que effectivement nos y de prédiction ont la même taille de y de test, vu que bien sûr c'est bien la y prédiction sont les outputs de notre modèle en utilisant le input x-test. Donc maintenant, pour mieux comprendre tout ça et pour voir si notre modèle a assuré ou bien a fait de bonnes prédictions, on va uniquement plotter ces points en utilisant la plot prediction qu'on a définie tout là-haut. Donc, on va lui donner x terrain plutôt, y terrain, x test et y test. Et finalement, nos y de prédiction. Et voilà, on peut clairement voir que notre modèle s'est vraiment planté. Donc, normalement, les extensions, on devait avoir une prédiction parfaite ou bien assez bonne. Ces points rouges, qui sont nos Y prediction, devraient être sur les points verts. Donc, vu qu'ils ne sont pas vraiment, ils sont un peu loin, donc ça veut dire qu'on a une certaine erreur. On peut calculer cette erreur en faisant la soustraction, Y test moins Y predictions. Donc, voilà, et voici l'erreur. Donc ici, on a calculé l'erreur entre les points rouges ou bien les points de prédiction qu'on a fait et les points verts qui sont les véritables valeurs de Y. Donc maintenant, afin d'améliorer cette erreur, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il existe deux solutions. La première est d'aller directement au modèle et de changer les poids. Le weight, on va le prendre 0,7 et le bias, on va le prendre 0,2 qui sont les véritables poids qu'on désire que notre modèle arrive ou bien achieve. Donc, mais cette solution c'est pas vraiment intéressant et c'est trivial. Donc, la meilleure solution serait que le modèle apprenne lui-même, tout seul, à trouver les poids idéaux de notre modèle. Donc, généralement, les modèles sont pas vraiment aussi simples que ça. On a des milliards ou bien des milliers de poids et donc on n'a pas vraiment accès aux véritables valeurs du poids. Donc, à chaque fois, on veut vraiment que notre modèle arrive à trouver ses poids tout seul. Donc, comment on va faire ça? On va utiliser deux fonctions. La première fonction est appelée la fonction de perte, ou bien loss function, et la deuxième, un optimizer. Alors, c'est quoi un loss function? Alors, loss function, elle va tout simplement voir ou bien mesurer à quel point les prédictions de notre modèle sont incorrectes, d'accord? Donc, elle va trouver les erreurs que notre modèle a fait, elle va les donner aux optimizers et l'optimizer va décider à quel point on doit ajuster les poids pour avoir de meilleurs résultats, d'accord? Alors, il existe beaucoup de types de fonctions. Par exemple, pour la fonction perte, il existe le mean absolute error. Donc, le mean absolute error fait quoi? Elle va juste prendre la valeur moyenne entre les points prédits et les véritables points et calculer, elle va calculer l'erreur entre la valeur prédite et les véritables points, puis calculer la valeur moyenne de tous ces erreurs. D'accord? Donc,
Et pour l'optimizer, il existe aussi plusieurs fonctions. Par exemple, bien, les plus célèbres sont Stochastic Gradient Descent et Adam Optimizer. Ok? Donc, au futur, je vais faire quelques vidéos explicatives par rapport au background mathématique de ces fonctions. Mais pour l'instant, on va juste comprendre ces deux fonctions comme ça, d'accord? Alors, encore une fois, une fonction de Pärt va voir à quel point notre modèle a fait des prédictions incorrectes et elle va les donner aux optimizers qui va décider à quel point on va ajuster plutôt nos poids, d'accord? Donc maintenant, traduisons tout ça en code. On va commencer par loss function, d'accord? Donc alors, on va écrire que loss function est égal à nn dot l1 loss. Donc ça, c'est le même que la mean square error. Et pour l'optimizer, va opter pour stochastic gradient descent. Donc torch.optim.sgd stochastic gradient descent. Et on va commencer à entrer les attributs de cette fonction. Alors le premier paramètre de cette fonction est les paramètres de notre modèle. Donc on va écrire que paramètre est égal à modèle 0, pardon, parameters. D'accord? On va ouvrir les parenthèses. Et le deuxième paramètre qui est aussi très important est le learning rate. Alors le learning rate peut être compris comme à quel point l'optimizer va mettre à jour les poids. D'accord? Si le learning rate est trop grand, donc il va mettre à jour les poids trop rapidement et donc on a un grand risque de diverger, que notre modèle devient instable. Mais si on met le learning rate trop petit, on aura aussi, cette fois-ci, la probabilité de diverger va bien sûr être moindre que quand le learning rate est trop grand. Mais on aura aussi un problème avec le temps de convergence. Donc notre modèle va prendre un temps de fou pour converger. Donc la meilleure solution est de commencer avec 0,01 et voir si notre modèle converge rapidement. Donc on peut l'augmenter, sinon s'il diverge, on va le diminuer. D'accord? On va exécuter ça. Donc pardon, on dirait bien que j'ai fait une erreur aussi par rapport aux paramètres. Donc j'ai oublié le A. D'accord? Donc voilà, c'est réglé. Maintenant, on passe à la boucle d'entraînement. Donc, pour la boucle d'entraînement, juste pour nous rafraîchir la mémoire, je vais encore répéter. Alors, la première étape est de générer les prédictions en utilisant le modèle. Ces prédictions vont être données au loss function avec les véritables valeurs afin de voir à quel point notre modèle a faussé ou bien a donné de fausses résultats. Puis, ces valeurs vont être données au optimizer pour faire un update des paramètres. Donc, on passe au code. D'abord, la première chose à savoir qu'on va écrire notre code, c'est tout simplement torch.manualseed afin de fixer nos valeurs et ne pas avoir des prédictions un peu, à chaque fois qu'on run ce code, un peu trop différentes. Voilà. Donc, ça, c'est pour fixer le seed. Maintenant, on va parler de la notion d'époque. Alors, c'est quoi une époque? Alors, une époque, c'est à quel point, ou bien, c'est quand on dit que notre modèle a fait une époque, ça veut dire que notre modèle, ici, a vu tous nos datasets de training, d'accord? Donc, quand tout notre dataset d'entraînement a passé à travers le modèle, on dit qu'il a fait une époque, d'accord? Et on répète le passage de notre dataset à travers notre modèle plusieurs fois pour que notre modèle à chaque fois update ou bien met à jour ses paramètres ou bien ses poids pour avoir de bons prédictions, d'accord? Alors pour les époques, on va commencer doucement, on va prendre un nombre de 30, d'accord? Et maintenant je vais générer quelques listes donc pour sauvegarder les valeurs de notre loss function, que ce soit pour l'entraînement ou le testage, d'accord? Parce que, comment on va savoir si notre modèle a divergé ou pas? C'est à travers cette fonction. Quand loss function diminue, ça veut dire que notre modèle a fait des progrès et va vers la bonne direction. Donc, il a réussi à diminuer l'erreur. Mais quand loss function est trop grande, ou bien n'arrête pas d'augmenter, donc c'est clair que notre modèle a divergé, d'accord? Alors ça, c'est pour les loss functions de l'entraînement. Maintenant, on passe au testage, test loss values, d'accord?
loss values. Alors, et finalement, on va faire une liste pour épingler les époques, d'accord? Afin de, parce que après on aura, pardon, parce que après on aura besoin des époques pour printer, d'accord? Époque count, voilà, est égal, on ouvre les parenthèses. Maintenant, on va commencer le vrai travail, leur boucle d'entraînement. Donc, pour une époque dans toutes les époques, donc on aura pour la première étape est d'abord de mettre notre modèle en mode d'entraînement. Effectivement, notre modèle a deux modes. Un mode d'entraînement et un mode de testage, d'accord? Donc, pour commencer le mode d'entraînement, c'est modèle 0.terrain, d'accord? On ouvre les parenthèses. Après ça, on va commencer comme toujours, on va faire les prédictions, d'accord? Y pred avec notre modèle 0, d'accord? Xterrain. Voilà, maintenant j'ai généré les prédictions. La deuxième étape, c'est quoi? Après avoir généré les prédictions, c'est loss function. Donc, on va calculer à quel point notre modèle a faussé sur les résultats en utilisant loss function qu'on a déjà défini auparavant. On va prendre elle va mesurer l'erreur entre Y prédiction et Y train, d'accord? Après ça, on va faire quoi? On va passer au optimizer. Mais pour pouvoir utiliser, on doit initialiser notre optimizer, d'accord? Donc, en faisant optimizer.0grade. Pardon, 0 grade. Donc ça, il y a un peu de quoi en parler ici, mais je vais les laisser dans la phase mathematical background, dans ma vidéo auquel je vais expliquer le background mathématique du gradient, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le fameux gradient, d'accord? Qui va nous aider après à calculer les poids, voilà, en utilisant loss backward, d'accord? Et finalement, on va updater, on va bien faire une mise à jour des poids en utilisant optimizer.step, d'accord? Voilà. Maintenant, avant de passer au testage, on va juste répéter ce qu'on vient de faire ici. Donc, pour chaque époque, on va faire quoi? On va d'abord mettre le modèle en mode d'entraînement. On va faire les prédictions en utilisant les modèles de tout notre dataset Xtrain. On va calculer le loss function, d'accord? Puis on va initialiser l'optimizer afin de pouvoir updater ou bien faire une mise à jour de nos poids. Pour faire cette mise à jour, on doit calculer loss backward, bien d'autres mots, le gradient. Et finalement, on va faire optimizer.step pour mettre à jour nos poids. D'accord? Maintenant, on passe au testage. Pour le testage, on doit maintenant mettre notre modèle en mode évaluation. Utilisons modèle.eval. D'accord? Après ça, comme toujours, on va utiliser with torch.inference mode. Parce qu'on va faire des prédictions, d'accord? Donc, on n'a pas besoin du gradient et tout ça. Donc, on va les désactiver en utilisant la fonction test dans inference.mode. On va faire test predict, d'accord, est égal à modèle 0. Cette fois-ci, on va utiliser le dataset du testage, xtest, d'accord? On va calculer le loss test en utilisant le loss function qu'on a déjà défini auparavant, en utilisant cette fois-ci le test predict et les y-tests, d'accord? Et maintenant, on passe avant de printer pour visualiser les choses, on va d'abord remplir ces listes qu'on a définies auparavant, d'accord? Donc, on va commencer par le train loss values, voilà, .append. On va ouvrir les parenthèses, on va écrire que c'est le loss ici, donc ça c'est les erreurs des datasets de training. Donc on va faire loss.détache. Alors c'est une fonction un peu intéressante, détache, parce que il faut savoir que les valeurs ici du loss function sont un peu un mix entre les valeurs et aussi quelques autres fonctions afin de pouvoir être calculées dans le gradient ou bien dans le loss backward. Donc, mais nous, on veut uniquement que la valeur de loss et on ne veut pas vraiment avoir toutes ces fonctions à l'intérieur. Donc, comment récupérer uniquement la valeur du loss en utilisant loss.détache. Elle va un peu détacher la valeur de tout le reste avec elle, d'accord? Et après ça, on va faire point
les valeurs ici qu'on a sont des tenseurs, mais après on veut les plotter. Donc pour pouvoir les plotter, ils doivent être des NumPy, d'accord? Voilà, NumPy, on ferme les parenthèses. Même chose avec le test loss. Donc on va faire test loss values dot append. Pardon, j'ai un peu précipité les choses. Donc on ouvre les parenthèses. Donc ici on va faire quoi? Donc on va faire test, bien pardon, loss test dot détache, on va ouvrir les paramètres, puis dot numpy, d'accord? Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aussi incrémenter les epoch count dot append afin de pouvoir les utiliser dans le printage après époque, d'accord? Maintenant, on va faire le printage. Donc, if epoch est un multiple de 10, ça veut dire 10, 20, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va printer les époques. Alors, c'est quoi? Donc, ça va être époque. Après ça, on va voir le loss terrain d'entraînement, qui va être uniquement le loss. Et finalement, on aura le test loss. Voilà. Loss. Test loss. Donc, qui sera uniquement le test, bien loss test dans notre truc. D'accord? Maintenant, on va commencer. Donc, 0, 10, on peut clairement voir que le test loss a diminué, n'est-ce pas? Donc, il a commencé par 0,21, puis 0,18, puis 0,14. Donc, on peut clairement voir que notre modèle est en train de s'améliorer. On peut printer tout ça. Donc, pour pouvoir printer, donc on va faire une petite prédiction. Dot inference mode. Une petite prédiction afin de confirmer ce qu'on vient de dire. Donc, y est égal à modèle 0. Pardon, modèle 0. On va ouvrir les parenthèses de xtest. Et on va utiliser notre fameuse fonction qu'on a définie auparavant. Donc, elle va continuer. On va printer tout xterrain, yterrain, xtest, ytest. Voilà, et finalement, yprediction. Voilà. Et voilà, effectivement, on peut clairement voir que notre modèle a amélioré ses prédictions. Regardez ici. Donc, ici, les prédictions ne sont pas aussi bonnes que dans notre nouveau graphe. Donc, il s'est rapproché de plus en plus des véritables valeurs. Si on le traîne pour une autre 30 époques, ça veut dire un total de 60 époques. Donc, d'abord, on peut clairement voir que le test loss ne fait que diminuer. Même chose pour le loss terrain. Je rappelle que le loss function, c'est à quel point notre modèle arrive à bien prédire ce qu'il fait. Donc, à bien prédire les véritables valeurs. Voilà. Donc, à quel point qu'elle diminue, c'est une bonne chose pour nous. Donc, maintenant, on va reprinter les nouvelles valeurs. Et effectivement, il a encore ajusté ses poids pour encore mieux prédire les véritables valeurs de notre fonction. On peut confirmer tout ça directement en visualisant les paramètres de notre modèle. Donc, en utilisant la fonction state dès qu'on a déjà parlé. Et voilà, donc voilà, le weight c'est 0,68 et le bias c'est 0,19. Le véritable poids ou bien weight c'est 0,7. Donc on peut clairement voir qu'il s'est rapproché. Et le véritable bias, donc c'est 0,2. Il a aussi rapproché du véritable bias. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile. Si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. A plus.